bonne demi-heure. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment faire du plaisir une force révolutionnaire, une force subversive? L'est-il encore d'ailleurs? Tandis que le politologue Rémi Lefebvre se demande s'il faut désespérer de la gauche, analysant stratégie et division des partis, tentant de lutter contre le défaitisme ambiant. Le philosophe Michael Fossel, lui, estime que si la gauche est faible aujourd'hui, c'est notamment parce qu'elle a perdu hier le goût des bonnes choses, délaissé le plaisir. Professeur à l'école polytechnique, l'auteur précédemment de État de vigilance en 2010, de Récidive en 2019 ou encore d'un éloge de la nuit, publie aujourd'hui Quartier rouge aux presses universitaires de France, dans lequel il juge urgent de réfléchir à la dimension émancipatrice du plaisir, des plaisirs trop souvent formatés ou condamnés. Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Bonjour. Plutôt qu'une primaire à gauche, comme on l'a vu ce week-end, les différents candidats auraient dû se retrouver, vous pensez, autour d'un bon banquet? Ça aurait permis de résoudre plus de choses? Qu'ils puissent se rencontrer et que ce soit dans des conditions qui soient plutôt agréables ne serait certainement pas une mauvaise chose, mais évidemment, ce n'est pas simplement le plaisir d'être ensemble qui constitue un élément politique quand on le situe au niveau simplement des dirigeants. Quoique j'ai constaté que dans les deux gauches qu'on dit, à tort ou à raison, irréconciliables, il y avait aussi le sentiment, particulièrement au Parti socialiste, de ne plus vouloir être ensemble, de ne plus avoir ni, je dirais, les mêmes idées, ni les mêmes manières de vivre. Mais évidemment, ce n'est pas seulement à ce niveau-là que se pose le problème du plaisir, mais dans le fait, dans le sentiment, dans ce qui me semble être même aujourd'hui un peu l'évidence, que la gauche est non seulement affaiblie dans ses idées, mais surtout dans sa représentation un peu de la vie. Au fond, elle est de plus en plus non seulement, je dirais, considérée comme rétrograde, mais considérée comme un peu ennuyeuse, c'est-à-dire que les débats qu'elle met en avant de la scène, pas de manière systématique évidemment, apparaissent comme apportant encore des contraintes supplémentaires dans un monde qui en comporte déjà beaucoup trop. Et du coup, rétréci, amoindri, fragilisé dans sa capacité à conquérir aussi les cœurs. Alors pourquoi votre appel vise ou cible tout particulièrement la gauche? Est-ce qu'on est plus rabat-joie quand on est de gauche que de droite? Ah, certainement pas. Est-ce que c'est pas un signe de l'époque, de tous les côtés de l'échiquier politique, ce rétrécissement? On ne l'est pas par définition. Alors la tristesse généralisée, ou en tout cas disons l'ennui qui peut s'emparer de la campagne telle que nous la vivons aujourd'hui est assez révélateur aussi de ces affects qui nous éloignent un peu de la politique. Évidemment, il y a mille raisons de ne plus être, de désespérer, je dirais, de la politique institutionnelle. Et parmi celles-là, il y a le sentiment que dans la manière dont elle se présente, la manière dont on en parle et dont les médias, ou d'ailleurs les nouveaux médias la mettent en scène, elle ne parle plus, je dirais, à l'expérience des gens. Et c'est là-dessus, au fond, que j'ai voulu parler, parce que ou écrire, le plaisir, c'est d'abord une qualité d'expérience, c'est d'abord un usage ou des usages du corps. Et dans le rapport entre corps et politique, je dirais que les mouvements de droite, voire même d'extrême droite, ont pris un avantage parce que ont, si j'ose dire, un discours pulsionnel. Ils s'adressent, au corps, alors souvent sous la modalité d'ailleurs de la peur ou de l'angoisse, et que m'aurait semblé naturel pour des discours qui sont plus fondés sur l'émancipation, sur la transformation sociale, d'essayer de montrer que celle-ci peut être joyeuse. Et le thème du plaisir s'est imposé à moi, alors après de manière plus circonstancielle, en constatant que les mœurs, d'une manière générale, nos manières de vivre, on a beaucoup parlé du vivre ensemble, mais le bien vivre ensemble, le vivre joyeusement ensemble, était souvent récupéré par alors une catégorie, je dirais, de youtubeurs virilistes qui se plaignent de ce que c'est la faute aux féministes, c'était la faute à Rousseau, c'est la faute aux féministes, c'est-à-dire ou alors aux véganes, ou alors aux végétariens, ou aux écologistes, bref, à toute cette nouvelle forme de gauche qui, à leurs yeux, est tout à fait condamnée à ne passer que par des contraintes et par nous empêcher, en quelque sorte, de profiter de la vie dans un monde injuste. Parce qu'il y a toujours ça, cette idée qui effectivement existe et que je remets un petit peu en cause, selon laquelle jouir dans un monde injuste, c'est collaborer avec l'injustice du monde. Pourquoi cette dénonciation des excès, ou en tout cas de ces sources de plaisir, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller toujours culpabiliser le voisin?
Peut-être, en tout cas, c'est déjà une victoire de ceux qui ont avalisé le fait qu'on ne transformerait plus le monde. C'est-à-dire que il y a, alors là c'est présent, je dirais, d'une manière générale à droite, mais aussi à gauche, et c'est peut-être plus étonnant à gauche, cette acceptation de l'idée que nous devons d'abord changer notre vie, modifier nos manières d'être, éventuellement modifier celles des autres, c'est-à-dire avoir vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos propres comportements quotidiens, des règles d'action, des normes, des exigences qui évidemment ont une grande vertu morale, faire attention à ce que l'on consomme, ne pas se nourrir excessivement de viande compte tenu de ce que cela implique en termes de souffrance animale et d'exploitation de la nature, considérer parler aux autres sur un mode qui, ça c'est plutôt dans la nouvelle génération, je dirais, des militants ou des personnes engagées à gauche, qui ont moralisé leur discours pour de très bonnes raisons, mais qui, à mon avis, ou qui touche une certaine limite dès lors que l'on considère finalement qu'on peut accéder à la pureté morale dans un monde qui, lui, n'est pas du tout pur, et que par conséquent, il y aurait comme une sorte d'avantage éthique, moral, moralisant plutôt, à être, disons, du côté de l'égalité, ce que je considère aussi qu'il y a un avantage moral, mais encore faut-il transformer cet avantage moral comment dirais-je, en désir politique, collectif. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut aussi retrouver le sens des allégresses déjà présentes dans le monde, même si elles ne sont pas à l'idéal ou elles ne correspondent pas à l'idéal de ce que nous imaginons comme étant un plaisir véritablement égalitaire. Mais ces plaisirs existent, et pourquoi Dieu les abandonner à ceux qui pensent que le plaisir n'est d'autant plus grand que s'il est à eux, au fond. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, au contraire, ces allégresses peuvent être porteuses de changements, elles peuvent être aussi des forces subversives, voire révolutionnaires. On va y revenir avec vous, Michaël Fossel, mais d'abord pour comprendre, et si j'en reviens à la gauche, d'où vient cette culpabilité, en fait? Ça n'a pas toujours été comme ça à gauche, et vous le racontez, il y a eu un moment où quand même le plaisir était intégré au programme du parti, et il y a eu un basculement, une sorte de tournant moral qui s'est réalisé. Pourquoi et comment? Alors les évolutions de la gauche contemporaine, même si on se borne à la France, sont évidemment beaucoup de causes. Je dirais, pour un petit peu baliser le terrain historique sur ce sujet, le dernier grand moment, disons, d'union, de revendication du lien entre égalité, parce que la gauche, c'est d'une manière ou d'une autre, après il faudra évidemment le préciser, mais c'est un rapport positif à l'égalité. Donc il y a eu des réconciliations entre égalité et plaisir. Le dernier grand moment étant 68 certainement. Et dans le livre, je reviens sur le symbole du Parti socialiste en 1900, adopté en 71 à Épinay, le point et la rose, où Mitterrand expliquait il y a le point pour la lutte et la rose pour le bonheur. C'est-à-dire, il y avait cette idée un peu dialectique que le combat politique, collectif, l'engagement, n'était pas le contraire des allégresses et des joies. Et l'image du point et de la rose, d'ailleurs, qui est, je dirais, à mes yeux, le principal, peut-être même d'ailleurs le seul héritage que nous pouvons désormais garder positivement de ce mouvement politique, le PS, l'image du point et de la rose est importante parce que la rose, ça a des échardes. C'est-à-dire que la rose, si elle symbolise le plaisir, les joies, eh bien, elle peut être subversive, comme vous l'avez suggéré. Alors, on a longtemps cru et à mon avis à juste titre, que dans le mouvement après 68, le plaisir constituait au fond, ou s'augmentait d'être partagé, que le plaisir collectif, que des joies diverses et variées, était justement une manière non pas seulement de revendiquer dans un monde injuste, mais de montrer au fond que même dans ce monde-là, au fond, la possibilité d'avoir plus d'un corps, je reviendrai peut-être sur cette idée à laquelle je tiens beaucoup, mais cette possibilité de ne pas être simplement assujetti à une forme d'expérience était déjà réelle. Alors pour toute une série de raisons, en particulier, il faut bien le dire, si je reste à mon symbole, la rose s'est un peu fanée, le point s'est largement distendu. Non, je n'ai pas compris, vous dites écharde, l'épine, en fait, les épines de la rose, oui. Ça évoque plutôt la douleur, plus que le plaisir. Oui, ça dépend, parce que ça n'égratigne pas en principe, ça égratigne l'ordre social, ça n'égratigne pas forcément ceux qui la reçoivent. Je veux dire par là qu'il y a des plaisirs qui sont considérés comme devant ou exclusivement relevés ou d'une classe sociale, en principe privilégiée, ou d'une ethnie, ou majoritaire, ou d'un genre. Bon.
C'est-à-dire que par l'ordre établi, souvent, on a cette idée que seul le plaisir, c'est quelque chose, enfin ceux qui dirigent cet ordre établi ou qui en profitent le plus, c'est une affaire de privilège. Voilà. Alors la rose, peut-être que je la surinterprète dans Le Point et la rose, mais la rose a des échardes, je l'interprète comme, eh bien non, il y a une dimension, une vocation aussi égalitaire au plaisir, parce qu'il y a des plaisirs inouïs, il y a des plaisirs qui sont subversifs. Et je prends comme exemple, évidemment on pourra dire que c'est ancien, mais on en trouverait des éléments dans le monde contemporain, simplement ils ne sont plus tellement mis en valeur. Mais comme exemple pour moi le plus paradigmatique, il y a les occupations d'usines de 1936, c'est-à-dire le Front populaire gagne les élections, et avant même qu'ils ne prennent le pouvoir institutionnellement, avant même que les revendications ouvrières ou sur le monde du travail ne viennent en discussion à Matignon, eh bien les ouvriers, les ouvrières, Simone Veil, la philosophe, en parle très bien, occupent les usines, c'est-à-dire qu'elles occupent leur lieu de travail qui était jusque-là un lieu de souffrance, pour en faire aussi des lieux de liesse, des lieux de joie. Et de ce point de vue-là, on voit les échardes de la rose. C'est-à-dire on sait la panique que cela a causé dans certains milieux, cette occupation des usines, parce que cela signifiait quoi ? Ça signifiait que les ouvriers et les ouvrières, en l'occurrence, avaient plus d'un seul corps. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas, comme dans l'imaginaire capitaliste dominant de l'époque, elles n'étaient pas simplement condamnées à être des instruments liés à des machines, mais qu'elles pouvaient, comme le dit si bien Simone Veil, mettre un peu d'humanité sur ces machines, autrement dit, être capables de chanter, de rire, de danser, sans attendre, je dirais, le grand soir. Il me semble que ce genre d'expérience heureuse de l'égalité, ce genre de conquête qui n'attendent pas, ce genre de joie collective, sont constitutifs, disons, d'un engagement en tout cas pour la remise en cause de l'ordre établi. Voilà, la gauche qui s'interdit de penser les corps dans leur pluralité, les corps qui ne sont pas simplement réduits au travail. On évoquait mai 68. Tiens, on va écouter un extrait de Joli Mai, un film documentaire de Chris Marker. Je veux dire, à part ça, on s'embête avec cette chaleur-là quand il faut travailler. Et ben c'est pas marrant parce qu'il faut bosser. Parce que moi, ma femme, ça compte qu'une seule chose. Combien que tu m'as amené à la fin de la semaine? Plus j'amène de pognon, plus elle m'aime bien. Alors entre me faire engueuler par mon patron puis me faire engueuler par ma femme, j'ai juste le trajet où je suis tranquille. Maintenant, je le fais en voiture maintenant. Alors ça va, j'ai même plus la tranquillité. Parce que je suis toujours en train de bosser. Et le dimanche, et le lundi et le samedi. Pourquoi? Parce qu'on veut du pognon, parce que j'ai des traites, parce que j'ai le loyer, parce que j'ai tout. Faut toujours bosser. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis heureux? Bah, quand j'ai vendu un costume. Ah. Quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là, ça va. Moi, ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre. C'est ça. Joli Mai de Chris Marker, un film de 1963, 5 ans avant la dite Révolution. Et on entendait le témoignage de ce commerçant de la rue Patriarche. Qu'est-ce que vous entendez dans ces mots à lui, Michael Fossel? Je les trouve à la fois touchants et drôles, parce que, évidemment, on pourra les entendre a posteriori quand il dit en particulier, finalement, entre me faire engueuler par ma femme et me faire engueuler par mon patron, le seul moment où je me sens libre et joyeux, c'est dans ma voiture. On peut les entendre, et à ce titre, je les entends aussi comme un peu misogyne, très bien, et puis aussi comme valorisant, disons, la voiture comme lieu de liberté. Et puis on peut les entendre alors, au-delà de ce qui peut être gênant dans cette parole populaire, on peut les entendre selon, je dirais, leur drôlerie, leur rire, enfin ce en quoi elles font rire. Parce que qu'est-ce qui est drôle dans cette formulation, c'est le hiatus, l'écart, je trouve, entre le problème que pose ce vendeur, c'est-à-dire le caractère un peu irrationnel de sa vie de vendeur, devoir faire du pognon, vendre des costumes, quel qu'en soit le prix en quelque sorte, donc la gravité du problème social, et puis la solution un peu dérisoire qu'il a trouvée, à savoir d'avoir ce moment de trajet où il est seul, il se sent tranquille, peinard, comme on pourrait le dire aujourd'hui, c'est-à-dire dans sa voiture. Et de ce point de vue-là, il m'a évoqué, c'est pour ça que je cite cet exemple dans le livre, il m'a évoqué, alors évidemment c'était déjà il y a longtemps, mais peut-être tout n'a pas changé, aussi quelque chose du discours qu'on a pu entendre, qu'on entend encore aujourd'hui de la part des Gilets jaunes, c'est-à-dire effectivement, enfin des Gilets jaunes, de la catégorie en tout cas sociale qui relevait des Gilets jaunes, c'est-à-dire évidemment notre rapport à la voiture, d'abord nous sommes contraints souvent de la prendre, mais il y a aussi un rapport positif à elle, même si la liberté dans la voiture ou de l'automobiliste par opposition à celui qui est obligé de prendre les transports en commun, eh bien cette liberté elle est souvent valorisée par la publicité automobile, mais ça relève d'une certaine vérité que la gauche devrait peut-être entendre aussi, même si
si elle n'est pas évidemment compatible avec des impératifs écologiques, c'est que le drame d'une vie sociale aliénée, c'est de n'avoir de liberté que à cette condition-là, que dans cette modalité-là, qui est en l'occurrence de prendre son automobile. Autrement dit, au-delà de l'aspect plaisant de cet extrait, je pense que si Chris Marker l'a mis en ouverture de son documentaire sur le joli mai de Paris, c'est précisément pour montrer d'abord toute la gouaille aussi populaire et le caractère au fond émouvant de quelqu'un qui n'a trouvé comme seule solution pour être tranquille que de s'extraire un peu du monde et d'utiliser la vitesse automobile. C'était Claude Lanzmann, le cinéaste assez plutôt vieillissant, quand je l'avais rencontré à la fin de sa vie et je l'avais interrogé sur la différence entre le XXe et le XXIe siècle et notamment comment il se sentait dans ce XXIe siècle rugissant. Il le trouvait extrêmement triste et terne ce siècle et il m'avait donné l'exemple de la vitesse, justement en estimant que cette époque où on limitait tout jusqu'à la vitesse des voitures, c'était un passionné de voitures d'ailleurs, de belles voitures, était pour lui le signe d'une triste époque. Hein. Oui, alors je dirais, moi personnellement, je ne conduis pas, je n'ai même pas de permis à mon âge, c'est dire, mais cela étant, je comprends dans l'imaginaire de la vitesse, je dirais, je le comprends d'autant plus qu'il émane parfois de classes sociales qui sont un peu vouées à l'inertie, qui n'ont pas le choix, je veux dire, qui sont en quelque sorte tenues à faire les mêmes mouvements tous les jours ou à ne pas progresser socialement comme elles pourraient l'espérer, qu'à partir de là, le moment où on a cette expérience de la vitesse dans sa voiture et une sorte d'expérience de souveraineté. Et de ce point de vue, on peut toujours parler, et il faut expliquer peut-être que il faut d'ailleurs démontrer que d'autres allégresses seraient possibles, plus compatibles avec le climat par exemple, et avec l'hygiène, je dirais, automobile. Cela étant, on ne peut pas expliquer aux gens, me semble-t-il, que leur divertissement, le peu qu'ils ont, les moments de souveraineté qu'ils occupent, ou même si elles sont illusoires, être souverain à son volant, c'est illusoire, c'est peut-être dangereux aussi, ça peut être dangereux pour les autres qui roulent. Cela étant, commencer d'emblée par leur enlever ou par condamner le lieu de leur corps où elles exultent, me paraît être politiquement suicidaire à minima. Mais même vous vous sentez un peu obligé d'aller quand même, de porter les réserves pour pouvoir transmettre. On est obligé parce que pour être entendu. Peut-être qu'on n'est pas obligé, mais moi je voudrais aussi tenir compte. Il s'agit c'est comme pas l'idée de fumer. Voilà, il y a Oui. toutes les interdictions dont vous parlez, vous les relevez autour de la cigarette aujourd'hui, et néanmoins, vous vous sentez obligé de préciser que fumer est mauvais pour la santé. Fumer est mauvais pour la santé, bien sûr. Je prends je présente mon pass sanitaire, si je puis dire, au début de mon intervention, mais je le fais aussi. Alors pour ce qui est de l'écologie, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'il s'agit de reproduire les mêmes plaisirs à l'identique dans un contexte social différent. Mais en attendant que le contexte ne soit vraiment transformé, alors par exemple pour les Gilets jaunes, tant que la voiture sera déjà pour eux une nécessité, je pense qu'on peut à minima admettre que un certain nombre d'entre eux, du moins, tiennent à ce que cette voiture puisse rouler à une vitesse qui soit compatible avec leur corps, d'une certaine manière, ou avec le plaisir qu'ils peuvent avoir d'aller d'un lieu à un autre sans trop traîner. Allez, après Joli mai de Chris Marker, on retourne au cinéma avec un extrait des Valseuses de Bertrand Blier et Michael Fossel. On fait une autre partie ? Écoutez le Greluche, il est 11h. On va pas paumer notre soirée à faire les guignols avec des boules au bout des bras. Comme de toute façon ça va se terminer à l'horizontale, autant y aller tout de suite, vous trouvez pas ? Qu'est-ce que vous en savez si on va se retrouver à l'horizontale ? Vous croyez que toutes les filles couchent comme ça ? Mais oui, elles couchent comme ça, toutes maintenant. Évidemment. Allez, venez, on vient de s'acheter une nouvelle bagnole avec des sièges, des vrais divans. Non mais tu les entends ? Ça va pas la tête. Mais n'importe comment, si vous voulez tout savoir, on en a rien à foutre. Vraiment, parce que coucher ou pas coucher, pour nous, c'est la même chose. Parce que figurez-vous que des boudins dans votre genre, on commence à en avoir plein le cul. Vous comprenez, des boudins, vous savez ce que c'est, des boudins. Quelque chose de mou, de très mou, qui réagit jamais. Extrait de ce film de Bertrand Blier, Les Valseuses de 1974, que vous citez, que vous évoquez dans votre livre, Quartier Rouge, Michael Fossel. Quartier Rouge, le plaisir et la gauche qui paraît aux presses universitaires de France. Alors ce film, il a été vu comme un film de gauche, vous le racontez plutôt à sa sortie, comme un défi au conformisme bourgeois triomphant dans la France pompidolienne. Ce film, il serait plutôt aujourd'hui perçu comme une ode au masculinisme pour une certaine gauche d'aujourd'hui, et on l'entendait à travers cet extrait.
Qu'est-ce qui distingue alors un plaisir de gauche d'un plaisir de droite? Alors je ne crois pas qu'il y ait des plaisirs de gauche et des plaisirs de droite. On a du plaisir ou pas, par exemple, en riant ou en ne riant pas, en entendant les dialogues, le type de dialogue qu'on vient d'entendre. Simplement, mon idée est plutôt de dire, s'il n'y a pas de plaisir de droite ou de gauche, en gros, il n'y a pas de raison d'abandonner à la droite Audiard, Blier et de maintenir la gauche dans Claude Sautet, dans le meilleur des cas, ou Pasolini, que j'admire beaucoup, mais qui font moins de public, je dirais. C'est parce que ce qui est fondamental politiquement, à mon sens, c'est le rapport qu'on a au plaisir. Et pour prendre le seul exemple, c'est vrai que Les Valseuses ont été... il y aurait toute une histoire à faire de la réception de ce film, qui a beaucoup évolué, mais qui, de manière révélatrice, un film de gauche, quand il est sorti, interprété comme cela, aujourd'hui plutôt revendiqué par des masculinistes réactionnaires, précisément parce que les masculinistes réactionnaires mettent le combat antiféministe au cœur de leurs préoccupations. Ils ont très peur du plaisir des femmes, et par conséquent, certaines saillies misogynes de ce film leur apparaissent tout à fait sympathiques. Alors, par rapport à cela, que peut-on dire ? On peut dire que plutôt que de juger un film parce que le rire qu'il provoque est un rire d'adhésion, parce qu'il y a des rires d'adhésion, il y a aussi des rires de distanciation. Et d'ailleurs, il y a des plaisirs d'adhésion et des plaisirs de distanciation. J'appelle plaisir confirmation ou rire confirmation le fait de voir dans un film ou dans tout autre spectacle d'ailleurs, simplement la confirmation de ce que l'on pensait déjà, de son préjugé, de son désir par conséquent. Et puis je m'intéresse, alors ce plaisir-là évidemment, ou ce rapport au plaisir est plutôt conservateur, puisque au fond le plaisir ne vient que confirmer ce que je considérais déjà comme étant mon goût. Ça relève aussi même de l'alimentation, du choix de type de corps qui nous attire, etc. Et puis il y a un autre type de plaisir qui lui m'intéresse politiquement, qui est le plaisir de distanciation. Le plaisir les expériences du plaisir qui nous déplacent un peu de notre identité. Et par conséquent, ou par exemple plutôt, ici il ne s'agit pas tant de rire, on peut ne pas rire seulement par misogynie, on peut rire de la misogynie qui est mise en scène. Ça n'est pas très difficile d'ailleurs dans ce film où les personnages joués par Devers et Depardieu ne sont pas exactement des modèles, je dirais, de masculinité heureuse. Ils ont plutôt un côté un peu ridicule. Par conséquent, j'ai voulu réhabiliter aussi politiquement ces expériences où le plaisir nous déplace par rapport à nos préjugés et de ce point de vue-là opère une forme de catharsis, et que de même que la tragédie a un sens politique, la comédie peut en avoir un aussi. Il peut y avoir une puissance critique dans le rire, Michael Fossel. Vous appelez quand même à ne pas laisser le champ du plaisir aux réactionnaires épicuriens. Vous faites d'ailleurs au milieu du livre un portrait du réactionnaire en bon vivant. Ils célèbrent les plaisirs d'hier, la liberté d'importuner, ils en veulent aux féministes, au mouvement LGBT, aux belles âmes de gauche d'avoir soumis les plaisirs d'avant à leur passion égalitaire, cette passion égalitaire si française. Il y a quand même ce rapport conservateur au plaisir que vous évoquez petit à petit, qui est vraiment dans une forme de nostalgie, de mélancolie, d'un c'était mieux avant, dont on serait en train dont la gauche ou les progressistes seraient en train de priver ces personnes. Oui, c'est une vieille histoire qui se rejoue aujourd'hui chez les masculinistes réactionnaires en tout genre, mais c'est une vieille histoire qui consiste à dire qu'au fond, si on ne jouit plus aussi bien aujourd'hui, alors en France en l'occurrence qu'autrefois, ce n'est pas du tout la faute à une répartition inégalitaire des richesses, ce n'est pas du tout lié à des contraintes d'État, par exemple, ou à des limitations de nos libertés. Non, si on jouit moins, c'est la faute à Rousseau, c'est-à-dire c'est la faute soit à une gauche égalitaire, soit à des féministes particulièrement fanatisés, à des militants LGBT ou à des écologistes végétariens. Alors j'ai voulu faire ce portrait parce que ce discours d'abord a des effets, on l'a vu, mais on le voit même dans la campagne, où maintenant on constate que la fachosphère ressemble de plus en plus, d'après ce qu'a montré Le Monde récemment, à une mangeosphère, où on voit une mise en avant de l'art culinaire à la française, et toujours avec cette idée que c'est la faute aux progressistes, en quelque sorte, si on ne peut plus jouir de cela. Et se repaître dans la charcuterie en l'espèce. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir l'hypocrisie de ce type de discours. Parce qu'en réalité, disons, l'hédoniste bon vivant veut bien jouir sans entrave. Il déteste 68, mais il veut bien jouir sans entrave à condition que les autres ne le fassent pas. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée qu'il vaut mieux que le plaisir s'augmente quand il est exclusif. Je dirais, le bon vivant réactionnaire jouit deux fois. La première fois du plaisir de tout le monde, de ce qu'il mange ou de ce qu'il fait de son corps. Et la deuxième
quelquefois d'être le seul à l'avoir. Or, moi, je plaiderais plutôt pour un C'est qui plaisir. se partage alors, du coup. Un plaisir qui se partage, qui s'augmente d'être partagé, dont on a des expériences non seulement intimes, mais aussi des expériences politiques, hein, c'est-à-dire le plaisir de se mobiliser, le plaisir de se retrouver ensemble, de se rassembler pour une cause ou pour une autre. Il ne faudrait pas abandonner, je dirais, ce plaisir à ceux qui veulent absolument le privatiser et surtout le culturaliser, parce que ce qui distingue finalement l'hédonisme de gauche de l'hédonisme conservateur, c'est que l'hédonisme conservateur a tendance à penser que le plaisir est soluble dans la culture. Autrement dit, c'est une question de tradition, hein. Le plaisir alimentaire, la gastronomie française, la galanterie française, il n'y a pas de plaisir pour eux souvent, et enfin la plupart d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas de plaisir dans ce qui peut être un peu contestateur d'une culture. Pour ma part, je considère qu'il faudrait essayer d'une synthèse en quelque sorte entre l'art de vivre à la française, c'est surtout la nourriture. Il faut dire que là, nous avons fait nos preuves, je veux dire, les Français en termes de gastronomie, mais il y a des plaisirs à trouver, y compris culinaires, je veux dire, à goûter d'autres plats, à changer ses goûts, à transformer un peu les modalités de notre rapport au monde et à ne pas en être en quelque sorte attristé. Mais alors pourquoi Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle, a été si critiqué quand il a dit ça ? Il a été critiqué à tort, à mes yeux. Hein. Écoutez, on va l'écouter d'abord. Ah, pardon. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française. Mais pour y avoir accès à cette bonne gastronomie, il faut y avoir des moyens. Et donc, le meilleur moyen de défendre le bon vin, la bonne gastronomie, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Voilà comment défendre notre gastronomie. Alors là, par contre, il faut expliquer pourquoi ce Fabien Roussel, ce candidat communiste qui vante les mérites de la gastronomie française, s'en est pris plein le nez. Et pas simplement de la part, ou plutôt pas de la part de la droite dite réactionnaire, mais plutôt de la gauche et des militants écologistes et de cette gauche dite morale. Je pense qu'il a forcé un peu le trait, parce que ce qu'il voulait dire, il y a eu quand même déjà des discussions, enfin si on peut appeler ça d'ailleurs des objets de débat au moment de Noël, pour savoir si le foie gras était admissible du point de vue politique. Bon. Alors évidemment, je ne mésestime pas les aspects liés à la souffrance animale, en l'occurrence. Enfin, il me semble quand même qu'un candidat communiste est dans son rôle en disant que s'il y a un problème avec l'alimentation de qualité, c'est qu'elle n'est pas partagée par tous, qu'au fond les questions fondamentales qui font que l'art de vivre à la française n'est plus aujourd'hui, comme il le dit lui-même, hein, j'emploie pas trop cette formule moi, mais admettons, l'art de vivre à la française est remis en cause, ce n'est pas à cause des mouvements LGBT ou de l'islamisation de la France, mais pour des raisons sociales, parce que la plupart des Français n'y accèdent pas. Alors il a été attaqué parce que il y a toute une série de mouvements qui considèrent que la politique idéologique, qui considèrent que déjà la formule traditionnelle art de vivre à la française est suspecte et que d'autre part l'alimentation doit être aujourd'hui austère pour être compatible avec des impératifs écologistes ou animalistes. Alors moi j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir sérieusement à distinguer sobriété et austérité, parce qu'expliquer à des gens qui ont déjà très peu que le peu qu'ils ont, non seulement ils devront y renoncer, mais les rend en quelque sorte coupables, me paraît être extrêmement problématique d'un point de vue électoral. Si on revient à cette culpabilité de gauche, cette culpabilité acquise sur le tard, à l'origine il y avait des penseurs comme Herbert Marcuse que vous citez, que vous racontez, pour qui la critique de l'imaginaire capitaliste de la consommation était indissociable d'une valorisation de ces expériences du plaisir. Comment expliquer alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'entre le consumérisme et l'ascétisme, il n'y aurait pas d'alternative, comme dirait Margaret Thatcher? Oui, moi j'ai été l'une des joies que j'ai eues à préparer ce livre, c'était de découvrir, pour redécouvrir un peu, mais pour une bonne part découvrir une problématique que celle de Herbert Marcuse, qui a été très très popularisée au moment de 68, mais qui s'est un peu effondrée. Alors, pour le dire vite, sa thèse, elle est freudo-marxiste. Alors évidemment, comme le marxisme ne se porte pas très bien, que le freudisme est attaqué par les neurosciences, on comprend que cette synthèse soit aujourd'hui remise en cause. Mais sa thèse fondamentale, c'était de dire qu'Eros, que le plaisir était une puissance de contestation. Mais il ne méconnaissait pas pour autant du tout, et il écrivait déjà dans les années 50, que la société de consommation avait pour une grande part neutralisé cette puissance subversive, puisqu'elle proposait en fait des allégresses ou d'ailleurs des plaisirs ou des images du plaisir qui étaient compatibles et même qui encourageaient la reproduction de l'ordre établi. Pour autant, et contrairement à des penseurs contemporains de Marcuse, français, il n'a pas
il n'a pas conclu, je dirais, au fait que nous vivons dans des sociétés de consommation, que nos corps sont, pour une bonne part, dominés par cette pulsion de la consommation. Il n'en a pas conclu que le plaisir n'avait plus rien de subversif, en particulier dans le champ d'ailleurs de l'érotisme, de la sexualité, montrant l'idée finalement à laquelle je suis attaché, selon laquelle une expérience inédite d'un plaisir, un plaisir qui viendrait en quelque sorte en surabondance par rapport à mon désir auquel je ne m'attendais pas, c'est l'expérience d'avoir plus d'un corps, c'est-à-dire de ne pas être réduit ni au corps du travailleur, ni au corps de la mère, ni au corps même du père, c'est-à-dire de ne pas être fonctionnalisé dans son existence sensible. Marcus est un grand critique de ce qu'il appelle l'homme unidimensionnel, et il y a aussi une femme unidimensionnelle, c'est-à-dire l'homme ou la femme réduite à une seule dimension de son expérience, le travail, le calcul, la performance, la concurrence, et précisément pour prendre conscience que nous ne sommes pas que performance, concurrence, que nous ne sommes pas qu'un homme économique ou une femme économique, homo economicus, eh bien il faut avoir des expériences, et nous avons des expériences qui nous montrent que, et le plaisir en est une fondamentale, l'érotisme aussi, que nous sommes capables aussi de jouissances inattendues, nous sommes capables d'une certaine manière de ne pas, d'être multidimensionnels, et cette dimension-là, elle m'a paru être un peu absente de la philosophie politique contemporaine, et très absente, disons, de la politique contemporaine, où au fond, l'effervescence des années 60 a été un petit peu perdue, peut-être pour des bonnes raisons, hein. On sait aussi ce qu'il en est advenu de tout ce qui a été la Beat Generation qui a fini dans la Silicon Valley à se fondre, si je puis dire, dans les nouvelles technologies. Mais néanmoins, si on renonce à l'idée que nos corps ne sont pas déterminés à une seule tâche, à une seule fonction, à une seule dimension, alors au fond, à quoi bon espérer transformer le monde, c'est-à-dire espérer que ceux, et ils sont majoritaires dans le monde, et peut-être sans doute même en France, dont le corps demeure malgré tout réprimé ou soumis au rendement. C'est aussi une idée de Marcus qui me paraît intéressante, c'est de dire, le problème c'est que le principe de plaisir dans les sociétés capitalistes avancé est identifié au principe de rendement. Le plaisir, ça doit être un retour sur bénéfice ou un retour sur investissement, sous forme de bénéfice. Oui, et c'est Eva Illouz aussi qui nous dit aujourd'hui qu'il y a des plaisirs qui sont aussi alimentés, mis en place par un système capitaliste pour qu'il puisse se maintenir lui-même dans la société de consommation actuelle, qu'on nous anesthésie par le bonheur. Oui, par le bonheur ou par un faux bonheur, justement, parce que l'idée, c'est tout de même de ne pas réduire ni le bonheur lui-même, ni surtout le plaisir à ce qui nous est en quelque sorte octroyé par un système d'abord fondé sur le calcul. C'est ça, au fond, la critique de l'ascèse que je fais, c'est que l'ascèse, ce n'est pas forcément le refus du plaisir, mais c'est l'idée qu'on peut toujours tout contrôler, et par le calcul, en termes de coûts et de bénéfices, et nous sommes, gauche et droite confondues, je dirais, dans des sociétés qui sont de plus en plus ascétiques en ce sens, c'est-à-dire où l'idéal de maîtrise, l'idéal hygiéniste de maîtrise en particulier, l'a emporté sur ce qui dans le plaisir est tout de même la modalité fondamentale, c'est l'idée du partage et parfois d'un abandon. Voilà pourquoi vous appelez à redonner sa force de contestation au plaisir, le plaisir plutôt que le désir, pour déplacer des montagnes. Je vous invite à lire Quartier rouge, le plaisir et la gauche. On n'a pas expliqué le titre, mais c'est une référence à Amsterdam où la gentrification est en train là encore de réduire ce haut lieu de la ville. Michael Fossel, votre livre, votre nouvel essai vient de paraître aux presses universitaires de France. Je l'avais peut-être déjà dit, mais si jamais je le redis, parce que j'ai peut-être aussi oublié. Merci à toute l'équipe de La Grande Table. Merci à vous. Merci à Lucas Bretonnier et à Laura Dutèche-Pérez pour cette grande table des idées. Merci beaucoup à Henri Leblanc et Oriane Delacroix pour la grande table culture. Aujourd'hui, à la réalisation Thomas Beau avec Hugo Renard à la technique.